Merci beaucoup, Bernard. Et puis, d'abord, je voudrais vous féliciter parce que je crois que c'est le 50e anniversaire de votre campus ici. Et puis, vous avez continué dans la même voie. Et je voudrais essayer de déblayer certains terrains qui sont évoqués dans ce débat sur la loi 21 sans être assez explorés. J'ai même lu un article récemment dans je ne sais pas quel magazine que le débat actuel oppose les identitaires aux inclusifs. C'est intéressant, les gens qui invoquent l'identité québécoise pour appuyer la loi 21 et les gens qui rejettent la loi 21 avec la raison de pouvoir inclure tout le monde. Alors je crois qu'il serait bien au début de déblayer un peu deux termes clés, identité et laïcité. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors, l'identité dans le sens que nous utilisons maintenant, c'est quoi mon identité? Je parle d'abord de l'identité d'une personne, ensuite on va parler de l'identité d'un peuple, d'une société politique. Mais l'identité d'une personne a plusieurs éléments. Mais ce sont des éléments qui, en quelque sorte, qui donnent des points de repère à cette personne-là pour choisir dans les enjeux importants de la vie. Alors, l'identité peut consister en être catholique, protestant, juif, athée, musulman, ou bien on peut être québécois, canadien, allemand, anglais, etc., etc. C'est différents points de repère, ou bien on peut avoir disons, une prise de position morale, on est pour telle éthique d'interchange, ou une éthique, et on peut être, par exemple, il y a des gens qui se disent je ne suis pas politiquement correct, je rejette cette éthique-là. Tous ces mots-là qui représentent des éléments de l'identité d'une personne, c'est clair que ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils donnent des points de repère. Si je le situe comme québécois, alors le Québec veut me dire quelque chose d'important et les enjeux qui touchent le Québec m'engagent, etc. Si je dis catholique ou autre morale, etc., c'est la même chose. Alors, c'est important de voir que c'est ça qui est l'essentiel de l'identité tel qu'on utilise le terme aujourd'hui. Il y a quelque chose d'intéressant, si on regarde un peu arrière dans l'histoire, que je ne comprends pas tout à fait, mais si on tenait cette discussion il y a un siècle, imaginons 1919, sur une loi comme ça, ou une autre question pareille, le mot identité ne figurerait pas. Hein? Les gens pourraient très bien comprendre le concept d'un point de repère qui m'aide à choisir dans les grands enjeux. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot identité est venu par la suite, vraiment dans la foulée de la Deuxième Guerre, à couvrir cet espace conceptuel, rôle qu'il n'avait pas auparavant. Et on peut se demander qu'est-ce qui est arrivé pour que ce changement de terme a eu lieu. Et je crois que c'est un peu Erik Erikson, un grand psychologue des années immédiatement après la guerre, qui a introduit la notion de crise d'identité que les gens peuvent passer dans l'adolescence ou même plus tard dans la vie. Et justement, cette crise d'identité, il est décrit comme une crise où mes points de repère font défaut, je ne sais pas où me situer, je ne sais pas quelle position prendre, comment m'ancrer dans la vie. Mais ça allait de pair avec le développement de ce que j'ai appelé l'éthique de l'authenticité. L'idée qui est venue d'abord dans l'ère romantique, mais qui maintenant s'est un peu généralisée dans toute la population, que chaque être humain a sa propre façon de l'être et qu'il faut choisir pour chercher et trouver sa propre façon et non pas simplement adopter un conformisme quelconque des parents, du milieu ambiant, etc. Les idées qu'on est redevable à
disons, à sa propre vocation dans la vie, pour employer un terme plus ancien. Et c'est ça, je crois, qui a fait sortir le terme d'identité dans ce nouveau rôle. Et il faut dire que ça, c'est venu avec des changements disons, d'atmosphère morale dans la société assez importants. Si on prend par exemple des revendications qui ont été réussies de nos jours, les dernières décennies, pour la libération de certains, disons, la promotion de certains groupes qui ont été tenus à l'écart ou un peu supprimés, etc. Je pense au mouvement féministe, je pense au mouvement de libération des gays. C'est clair que dans le contexte où il y avait cette éthique de l'authenticité, c'était plus facile d'aller de l'avant dans ces causes-là, parce que, prenons un exemple, André Gide est sorti du placard dans les années 1920 en France comme homosexuel, parce qu'il était estomaqué par la façon dont on traitait les gays, la souffrance qu'on infligeait, mais ça n'a pas eu un énorme effet sur la société. Mais avec Stonewall aux États-Unis, c'était une nouvelle revendication. Vous ne reconnaissez pas notre identité, vous discriminez notre identité. Et dans ce contexte-là, il a été possible de faire énormément de progrès. Bon, alors ça c'est pour l'identité au niveau individuel. Mais l'identité s'emploie aussi au niveau de la société. On peut dire que les sociétés politiques ont des identités. Et c'est très important, c'est même essentiel pour des démocraties. Si on regarde en arrière les grands empires qui existaient au début du XXe siècle, l'Empire ottoman, Empire autricho-hongrois, etc., Empire russe, ils étaient constitués d'un amalgame de peuples ou de sectes ou de religions très, très différentes. Les millettes, comme on les appelait dans l'Empire ottoman, ou les ethnies de l'Empire autrichien-hongrois, etc. Et il n'y avait pas d'identité commune pour toutes ces populations-là. Les paysans polonais regardaient vers Vienne parce que c'était là qu'ils venaient des mois, mais ils ne sentaient aucune solidarité, rien en commun avec un paysan hongrois ou un paysan serbe, etc. Mais les pays démocratiques ne peuvent pas fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que des pays libres, ça c'est une très lointaine découverte de la théorie politique, elle remonte aux Grecs. Un pays libre demande de la participation des gens. Il faudrait qu'ils soient motivés à participer dans le vote, participer souvent dans l'impôt, évidemment, participer aussi parfois à la guerre s'il faut défendre le pays. Il faut aussi qu'ils aient la possibilité de discuter ensemble pour décider de quelque chose, et pour cela, il faudrait une certaine confiance mutuelle. Hein. Quand vous parlez du bien commun, est-ce que vous m'incluez moi et mon groupe, ou est-ce que vous pensez seulement à votre groupe? Alors il faudrait, pour que la confiance existe entre les gens, qu'il y ait cette point en quelque sorte, où on se rejoint dans l'identité de notre pays. Et surtout, un pays démocratique a besoin souvent d'entraide. Hein. Il y a des redistributions qui viennent de ceux qui ont beaucoup à ceux qui en ont moins. Par exemple, un système comme l'assurance maladie implique ce genre de redistribution. Alors, pour accepter une redistribution comme ça, il faut un sentiment très fort que nous sommes ensemble. Alors, quels sont les contenus de ces identités de groupe, d'identités de pays, de société politique? Ben, c'est beaucoup plus simple, parce que mon identité personnelle, n'importe quelle identité personnelle, a toutes sortes d'éléments très épars, et puis il faut les mettre ensemble dans une vie. Mais normalement, les identités politiques de pays démocratiques ont deux niveaux. D'abord, il y a un niveau de principe, un niveau éthique, si vous voulez, qu'on est ensemble parce qu'on croit ensemble
dans la démocratie, dans les droits humains, l'égalité, liberté, égalité, fraternité. Fraternité, le dernier mot est un peu trop incliné vers le genre masculin. Fraternité, sororité, mais disons simplement solidarité. Alors, on va rénover la trinité de la Révolution française en disant liberté, égalité, solidarité. Et il y a ça d'une part. Mais d'autre part, il y a quelque chose de très spécifique. Il y a un certain projet historique de réaliser ces valeurs-là qui est nôtre au Québec. Hein? Et pensons-y un instant, si on voit que la démocratie est en quelque sorte piétinée et ruinée et détruite dans un autre pays, comme par exemple ça se passe devant nos yeux dans la Turquie, quoique peut-être ça va revenir maintenant que Erdogan a perdu l'élection d'Istanbul, mais à regarder ça, nous sommes désemparés, nous sommes tristes, etc. Mais quand c'est notre pays qui s'en va dans ce sens-là, on sent vraiment un sentiment de honte. Et quand notre pays, au contraire, réalise ses buts éthiques, etc., on a une certaine fierté. On a relié à cette tentative historique comme on n'est pas à d'autres, même si on ressent beaucoup de tristesse devant la perte de la démocratie ailleurs. Alors, il y a ces deux éléments. On accepte une certaine éthique et on fait partie d'une certaine tentative historique et on a une certaine loyauté envers ça. Okay. Alors, maintenant, regardons l'autre terme clé, la laïcité. Et là, il y a ambiguïté, parce qu'il y a deux formes de laïcité historique que nous voyons dans les derniers 2 siècles en Occident. Il y a d'abord une laïcité, disons, militante qui est, je dirais, contre la religion, ou au moins trouve un obstacle dans la religion, ou trouve un danger dans la religion, qui est en ce sens-là qui entretient un soupçon très profond de la religion pour la tenir à l'écart. Et ça nous, dans notre expérience, c'est nos cousins européens, les Français, qui ont un peu innové là-dedans avec la législation de 1904-5 qu'on nomme législation sur la séparation de l'Église et de l'État. Et ça se comprenait à l'époque parce que une bonne partie de la population catholique en France était liée ou organisée ou recrutée par un mouvement monarchiste qui rejetait la République. Alors, la République avait comme réflexe de défense une tentative de tenir la religion à l'écart, etc. Mais même à cette époque-là, même autour de la législation de 1904-5, il y avait une autre laïcité. Jean Jaurès, par exemple, le grand chef socialiste, était de cela. Et ça, c'était une laïcité qui n'était pas anti-religieuse. C'est une laïcité qui prônait un État neutre, pas religieux dans ce sens-là, mais neutre, mais pas anti-religieux. Ce ne devrait pas être un État pour les athées comme l'autre État a été pour les catholiques auparavant. Et donc, le principe de cette laïcité-là, c'est deux principes. D'abord, l'État, les institutions communes sont neutres, et ensuite, les individus sont libres. La liberté de conscience, c'était un des slogans. Et cette ambiguïté existe en France depuis lors que ces deux laïcités sont ensemble, et parfois la balance penche dans un sens, parfois dans l'autre. Mais le problème que je voudrais soulever ici, c'est que ces deux laïcités sont un peu incompatibles entre elles. Ça ne peut pas se combiner. Pourquoi? Parce que la laïcité, disons, de la liberté de conscience, pour employer ce terme, est une laïcité où l'État est vraiment neutre entre religion et non-religion,
neutre entre les différentes religions, neutre entre les différentes prises de position morales, etc. Tandis que l'autre laïcité militante, ne peut pas l'être. Elle n'est pas neutre entre religion et non-religion, mais favorise la non-religion à certains égards, à certains moments. Et elle ne peut pas souvent, elle se trouve souvent de prendre position entre les religions, discriminer entre les religions. Alors la situation de la loi 21, c'est une situation de conflit interne, parce que la loi 21 relève à certains égards de la laïcité militante, dans le sens qu'il voit des dangers seulement du côté de la religion. Et ce qui plus est, il se trouve à discriminer même entre les religions, entre ceux dont la pratique fait voir à l'extérieur qu'on est d'une certaine religion et d'autres religions où la pratique n'implique aucun signe extérieur. C'est une discrimination entre religions. Mais lorsqu'on regarde notre identité québécoise sous l'angle de l'éthique fondamentale, nous avons adopté l'éthique de la démocratie égalitaire et solidaire, où les droits de toutes les personnes sont défendus de façon égale. Et nous avons fait ça de façon formelle, je crois que c'est 1977, si je me trompe, où l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la charte québécoise. Alors, il y a dans la loi 21 une espèce de contradiction, parce qu'on peut encore se réclamer de cette charte-là. On va encore dire qu'on est vraiment une société égalitaire, où les droits existent pour tout le monde, mais on passe une mesure qui reflète l'autre laïcité. Alors, il y a en quelque sorte une contradiction interne qu'il faudrait résoudre. Alors, mais il faut voir que ce n'est pas parce qu'il y a des limitations à des droits que nous semble que n'importe quelle législation est en violation par rapport à la charte. Parce que tous les droits ne sont pas absolument non limités. Il y a des raisons qui sont ancrées dans la charte même, qui sont compatibles avec la charte pour limiter certains droits. Et vraiment, il y a trois motifs qui reviennent souvent et qui sont importants là-dedans. Si quelqu'un veut occuper une fonction, mais faire quelque chose, par exemple porter un habit qui rend la fonction difficile ou impossible, alors même si c'est pour des raisons religieuses, on n'a pas besoin d'accéder parce que ça rend la fonction caduque. Par exemple, s'il y a une femme qui veut porter, non pas un hijab, mais un niqab ou un burqa, mais qui veut enseigner à l'école, surtout avec de jeunes enfants, c'est pas possible parce que la fonction même de l'enseignement, surtout pour les jeunes enfants, exige qu'on puisse vraiment communiquer de façon plénière et les êtres humains communiquent en partie par le visage et l'expression et puis c'est impossible. Ou bien il peut y avoir des demandes par exemple, quelqu'un pour favoriser l'accès à des édifices publics par des gens qui sont handicapés. On peut avoir des demandes pour construire des rampes, mais la demande peut être pour construire une rampe extrêmement grande et extrêmement dispendieuse. Alors, on peut dire non, parce que c'est vraiment trop dispendieux. Ou bien, une certaine demande, si on l'accorde, peut empiéter sur les droits des autres ou créer une inégalité. Par exemple, si moi je veux beaucoup de congés de mon employeur, etc., ça va poser un problème, ça va augmenter le fardeau de mes collègues, etc. Et c'est donc, ça crée des inégalités, ça leur empêche d'exercer leurs propres droits. Et tous ces cas-là, c'est pas, le refus n'est pas la fin de l'histoire, c'est ça, tout le domaine d'un commandement raisonnable où on trouve une façon
par exemple, je suis juif, disons, je ne peux pas travailler le samedi, mais c'est très important de travailler le samedi. On me dit, ok, d'accord, mais tu travailles le dimanche. Alors, il y a des arrangements qu'on peut faire, et c'est ça le cœur de l'accommodement raisonnable. Mais le problème, c'est que la loi 21 ne nous donne aucun motif de restreindre le droit, par exemple, d'une femme qui porte l'hijab à enseigner, qui se situe à l'intérieur de ces possibilités-là. Violer le droit des autres, créer une inégalité, rendre impossible la fonction. Non, on ne nous donne pas de raison du tout. On se tourne vers l'identité québécoise comme raison. Mais écoutez, l'identité québécoise comprend aussi notre engagement envers les principes de, disons, la démocratie égalitaire. Alors, il y a ce conflit, ça ne résout pas le conflit de répéter le conflit. Ok, je voudrais revenir à ça tout à l'heure, mais avant, je voudrais voir certains autres éléments, c'est-à-dire comment résoudre le conflit et quelles sont les possibilités. Mais d'abord, je voudrais qu'on regarde un peu d'autres éléments du problème. Quelles seraient les conséquences de l'adoption de cette loi-là pour notre société? Eh bien, d'abord, ça va créer des cas vraiment très, très tristes. Je connais quelqu'un qui maintenant a 18-19 ans, qui a passé beaucoup de sa vie dans son éducation à se préparer à enseigner, qui avait vraiment une vocation à le faire, et était juste en train de terminer son stage, et la loi passe, et d'après la loi, la date qui est déclarée comme la date de passage de la loi, la porte est fermée. Il y a quelque chose de très, très triste là-dedans. J'ai beaucoup de sympathie. Je me demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça? Mais laissons les cas particuliers de côté pour l'instant et voyons les conséquences pour la société. Il va y avoir des conséquences assez graves parce que, à la longue, ça va créer des exclusions, des amertumes, des sentiments d'aliénation de la part des gens qui sont discriminés de la sorte, des sentiments que même anti-majoritaires, parce qu'on inflige cela à ces gens-là. Ce sont parmi les gens les plus vulnérables, parce que pour la plupart, ils arrivent récemment. Et il va y avoir des divisions profondes qui vont continuer à exister pendant longtemps. Le problème, c'est que ce genre de division peut être créé par un geste du moment, mais pour surmonter par la suite et recréer un certain consensus et une certaine entente, ça prend parfois des années, des décennies. Alors, on nous prépare un mauvais avenir à ce point de vue-là pour notre société. Troisièmement, il y a cette législation n'existe pas dans un vide culturel. Nous sommes dans un monde où la propagande islamophobe est présentée et diffusée par toutes sortes de think tanks américains de droite et d'autres, parce qu'ils passent leur temps à colporter. Si quelqu'un a la moindre idée de l'histoire de l'islam, et c'est tellement ridicule, tellement contre la vérité qu'on ne peut pas, on ne peut même pas imaginer que les gens peuvent le croire, mais les gens qui ne connaissent aucun musulman, qui ne connaissent pas l'histoire, c'est la plupart de nous, dans notre pays, peuvent très bien accepter cela. Alors intervient un groupe de politiciens, un parti, qui propose de mettre des limitations à ces gens-là. Et le sentiment pour beaucoup de gens, c'est on nous disait que c'était des gens dangereux, et puis maintenant, nous voyons que nos gouvernants croient qu'il y a un danger là, donc il faut justement mettre des limites, mettre des balises là, et donc ça accrédite pour beaucoup de gens les rumeurs stupides qui sont colportées par surtout des sites. Alors ça circule
dans le monde des médias sociaux plutôt que de circuler dans le monde des grands médias. Quoique il y a des médias au Québec, je ne mentionne pas de nom, mais qui... mais n'en parlons pas pour l'instant. Mais vous voyez, on crée une atmosphère, et dans cette atmosphère politique, atmosphère sociale-là, c'est clair, les incidents haineux se multiplient. Et la sociologie, les preuves sociologiques sont là pour tous les cas. La campagne de Trump, d'une part, qui a eu malheureusement des retombées au Canada, la campagne du gouvernement français à certains moments contre les musulmans, et la campagne et du Parti québécois et de la CAQ récemment pour leur législation a aussi provoqué des incidents haineux. Pour la plupart, ce sont des gens, c'est pas du tout agréable, ce sont des gens qui crient dans la rue, allez-vous-en chez vous, etc. Mais ça peut aller à quelque chose de beaucoup pire. On pense à Québec il y a un an et quelques. Et donc, c'est une autre conséquence qui crée des divisions, qui crée de la souffrance, qui crée hiatus entre les citoyens de différentes origines qu'on devrait éviter. Alors, il y a ce côté très, très négatif sur le plan de notre avenir dans la société. Alors, ça me pousse un peu à résoudre le problème entre les deux laïcités, en optant clairement pour la laïcité ouverte, que nous avons proposée dans notre rapport, contre la laïcité militante, cet élément de la laïcité militante. Mais regardons ça de plus près, comment résoudre le problème de ce conflit entre les principes de notre société que nous avons adoptés d'une part et cette législation en particulier. Or, il y a des endroits au monde de nos jours où on a affronté ça, puis on a opté clairement pour l'identité nationale, qui est considérée comme incompatible avec la liberté accordée à certains groupes de gens. Par exemple, en Russie, Poutine organise ses élections autour de plusieurs slogans, mais une des grandes causes, c'est que l'Occident veut nous imposer l'homosexualité pour nous affaiblir, mais nous, les Russes orthodoxes, nous sommes contre l'homosexualité, puis nous allons nous battre pour ça. En Hongrie, Orban nous dit que la Hongrie est une terre de civilisation chrétienne, donc on ne peut pas aider les réfugiés. La logique m'échappe un peu, mais enfin c'est comme ça. Et Kaczynski en Pologne, c'est un peu la même chose, contre les homosexuels et les musulmans ensemble, etc. Et qu'il veut définir l'identité de la Pologne de cette façon-là. Et la grande question, c'est que est-ce qu'on a quelque chose d'analogue ici dans la loi 21, c'est-à-dire que si on opte pour ça, au dépend de nos principes, est-ce que ce sera un peu un pas dans le même sens qu'on voit chez Poutine, chez Orban, et beaucoup d'autres? Je crois qu'il faut envisager ça d'un autre point de vue, qui est celui-ci. C'est le point de vue d'un conflit profond sur l'identité. Et là, nous sommes dans un terrain familier, parce que ça se passe dans la plupart des pays d'Occident de nos jours. Aux États-Unis, il y a ce conflit gigantesque entre l'identité que prône Trump, l'identité soi-disant conservateur, et l'identité qui veut réhabiliter le principe de l'égalité, de respect pour tous les Américains, quelle que soit leur origine et leur couleur. Il y a cette lutte. En France, il y a une lutte entre
des Front National, maintenant le Rassemblement National de Mme Le Pen, d'une part, et aussi des Français qui croient, non, au contraire, les principes même de la République exigent une égalité entre... En Italie, il y a Salvini, on peut aller sur toute la liste. Il y a, de nos jours, un conflit gigantesque. On peut se demander pourquoi ça arrive de nos jours. Et je crois que là-dedans, on peut voir certains éléments communs. Je crois que pour une population qui existe sur un certain terrain depuis très longtemps, qui se connaît, qui a les mêmes coutumes, l'arrivée de beaucoup de gens avec des coutumes ou des pratiques religieuses très très différentes est toujours déstabilisant. Les gens ont peur, les gens ont de l'inconfort. À la commission, souvent, on nous disait, avec la question angoissée qui s'est posée, est-ce qu'ils vont nous changer? Ils, ça veut dire des gens de l'extérieur. Et c'est parfaitement compréhensible. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas regarder comme si c'était une tare. C'est humain que de sentir un peu déboussolé, déstabilisé, si beaucoup de gens arrivent qui sont très très différents. Et on voit en Europe partout, par exemple en Allemagne, la venue après 62-63 de beaucoup de travailleurs turcs et des Marocains, etc., a eu le même effet. Les gens ont dit mais qu'est-ce qui arrive, l'Allemagne, etc. Et il y a deux façons où ça peut finalement se développer et se placer. Il y a une façon où les gens commencent à se connaître, se rencontrent, et finalement, c'est pas si terrible, hein? Les gens sont humains quand même, ils sont un peu comme nous, et puis ça se stabilise. Et il y a une autre façon où des politiciens, des leaders politiques, soit parce qu'ils partagent les stéréotypes absurdes, c'est parfois le cas, ou parce qu'ils trouvent ça intéressant au point de vue électoral, de surfer sur ces stéréotypes, au contraire, créent un genre de législation qui exclut les gens qui deviennent amers, etc., etc. Puis on est sur le chemin de la division. Et donc, on a un certain choix ici, et le fait est que certains événements de fin du début du XXIe siècle ont créé une situation où cette peur s'est augmentée, c'est arrivé à un niveau très très haut dans beaucoup de pays pour différentes raisons. Et on dit souvent les Québécois, mais c'est pas du tout simplement les Québécois. Par exemple, lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il y a eu beaucoup de gens qui voulaient avoir asile aux États-Unis, qui ont fui vers la frontière canadienne, et puis ici à la Colle, à un certain degré, près de Manitoba, beaucoup de gens sont venus subitement. Et il y avait beaucoup de Canadiens anglais qui avaient le même réaction, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de gens arrivent, qu'est-ce que ça va faire? Malgré le fait que ces terrains-là, nous et le reste du Canada, nous avons reçu beaucoup d'immigrants dans le passé, ce qui rend moins extrême nos réactions par rapport aux Européens. C'est parce que nous avons ce grand passé de recevoir des immigrants, puis maintenant leurs petits-enfants sont là, c'est parfaitement normal. Mais c'est absolument normal que à certains moments, cette crainte devienne aiguë. Et il faut, pour moi, la voie où on, disons, ne donne pas raison, ne donne pas pouvoir à des politiciens qui veulent surfer dessus et en faire toute une base d'une législation exclusive, exclusionniste et beaucoup, beaucoup meilleure. Mais regardons la question d'un autre angle avant de terminer. On dit que c'est l'identité, ça relève de l'identité québécoise d'appuyer cette législation. Les gens me font dire ça, je ne suis pas vraiment québécois, je porte un nom anglais, mais c'est vraiment terrible. Mais, écoutez,
est-ce que ça fait vraiment partie de l'identité québécoise? C'est une question que je vous pose. Je vais vous donner certains chiffres qui posent la question. Est-ce que plus on est jeune, moins on est d'accord avec cette loi? Si on demande à des jeunes de la cohorte 18 à 24, est-ce qu'on devrait laisser un enseignant porter hijab, etc.? 40% disent oui, 3% disent non. On a exclu de cela, évidemment, je ne sais pas, je ne peux pas répondre et tout ça. C'est 49 à 33 dans cette cohorte d'âge. Par contre, les plus vieux comme moi, ma cohorte, c'est 21% oui et 76% non. Alors, et entre les deux, il y a la majorité diminue pour devenir parmi les jeunes minorités. Hein. Deuxièmement, des chercheurs très astucieux ont posé la question suivante. Si vous trouviez que la législation est contre la charte québécoise, est-ce que vous changeriez d'idée? En disant non maintenant, vous diriez oui. Le résultat, c'est 36 contre 45. Hein? 36 changeraient d'idée. Hein? Et les chiffres, en général, pour ceux qui en contre, etc., c'est 64, c'est 2 à 1 dans la population entière. Alors, ça, c'est un bon nombre de ceux qui disent oui à la loi 21. Maintenant, s'ils savaient que ça était contre la charte, changeraient. Et il faut donner un certain respect, chapeau à l'astuce de nos gouvernements, parce qu'ils ont certainement fait leur recherche, et c'est pour ça qu'ils ont invoqué la clause non-obstant de façon préventive. Parce que ce qu'ils craignent, c'est un jugement par un juge dans la cour que ça vient de la charte, tout en sachant que ça vient de la charte. Parce qu'autrement, ils n'auraient pas besoin d'invoquer la clause non-obstant. Vous voyez? Donc, ce n'est pas ancré profondément dans la conscience québécoise. Comme par exemple, le Québec devrait-il demeurer une société francophone? Contre, ce serait 0,0001%. Oui. Alors, ou bien, même la charte elle-même, qui n'a pas été votée par la population en entier, mais qui a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Oui. OK, alors ce que ça démontre, c'est que c'est très contesté. Ça ne va pas, peut-être, la majorité ne va pas demeurer très longtemps, parce qu'un autre chiffre, c'est absolument clair. Plus on demande aux gens, est-ce que vous fréquentez les musulmans ou des immigrants, plus ils disent oui, moins ils sont pour la loi 21. Plus ils disent non, plus ils sont pour la loi 21. Oui. C'est clair qu'à la longue, les jeunes grandissent, les vieux, malheureusement, il faut l'avouer, c'est dans la nature des choses. Plus les gens rencontrent des gens d'autres coutumes, etc., moins ils vont être pour ça. C'est une majorité très fragile. Hein? OK, alors, revenons à la question. Je crois que la question existentielle pour les Québécois, c'est comment résoudre ce conflit. Hein? Est-ce qu'on le résout de la façon Poutine, Orban, Kaczynski, etc., en disant oui, on va maintenir l'exclusion, malgré, à ce point-là, de cette façon-là, on va mettre à l'écart, on va ne pas remplir les demandes de notre charte, ou au contraire, est-ce qu'on va dire non, c'est la charte qui prédomine.
Et je voudrais vraiment, je ne suis pas, vous savez de quel côté je suis, je ne suis pas même tenté par l'autre côté, principalement parce que je ne peux pas accepter ce genre d'identité québécoise comme la mienne. Mais je ne suis pas sûr de comprendre ce que pensent ceux qui sont oui, s'ils disent oui à la charte. Est-ce qu'ils font une différence très importante entre tentative de Poutine de continuer à rendre l'homosexualité illégale? Alors ils trouvent ça absolument inacceptable, mais ils trouvent l'exclusion ici acceptable. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'exclusion de femmes portant le hijab, enseignant à nos enfants, d'une part, et l'exclusion de l'homosexualité qui différencie ces deux-là, hein? Moi, je crois que c'est un reste de laïcité militante qui est dans le cœur de beaucoup de Québécois à cause de l'expérience pas très positive d'une Église très autoritaire pendant très longtemps. Je crois qu'il y a un aspect j'ai eu de notes parce que moi j'ai trouvé ça, je suis assez vieux pour avoir vu ça, la période où c'était vraiment en vigueur. Et ça nous rebute et ça crée des restes. Et ça c'est très compréhensible, mais ce n'est pas... C'est pas logique. La logique n'est pas le dernier argument en politique, mais ce n'est pas cohérent avec nos engagements moraux, de principes les plus fondamentaux, et on va en souffrir si on s'en débarque. Et donc, on devrait peut-être examiner un peu cette reste de ressentiment contre le clergé qui nous pousse à penser en termes de laïcité militante. Et ce serait ma recommandation. Mais c'est aussi, vous allez peut-être m'éclairer, parce que je ne comprends pas assez bien, à mon sens, le sentiment d'identité québécoise qui pousse les gens à appuyer cette loi comme vraiment une expression valide de cette identité-là. Alors, j'espère ne pas trop couvrir le terrain, mais brièvement, j'ai voulu un peu examiner l'identité, laïcité, comment les deux interfèrent l'un avec l'autre, combinés dans la société, pour voir que nous sommes en face d'un conflit sur l'identité de notre pays, qui ne nous rend pas exceptionnels du tout. Nous sommes comme les Américains, comme les Français, parce que tout le monde en Occident. Mais aussi, je voudrais qu'on réfléchisse sur ce conflit et que nous le résolvions dans un sens plutôt que dans un autre. Bon, alors merci beaucoup de votre attention. Merci.